Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans Vox News, votre rendez-vous de l'actualité sur Vox Africa. À la une de l'information de ce vendredi 29 juillet 2016. Nouvelle sanction pour l'ancien président du Tchad, Hissène Habré. Condamné il y a 2 mois à la prison à vie pour crimes contre l'humanité, il devra aussi s'acquitter de sanctions financières allant jusqu'à 20 millions de francs CFA par victime. Rassemblement de soutien au président Joseph Kabila en République démocratique du Congo. Alors que l'opposition a prévu une manifestation dimanche, de milliers de personnes étaient rassemblées ce vendredi au stade Tata Raphaël de Kinshasa. Stephen Keshi, enterré à Ila, l'ancien joueur et sélectionneur emblématique du Nigeria décédé le 8 juin d'une crise cardiaque, a été enterré ce vendredi dans la ville natale de ses ancêtres. Bonsoir à tous. Ouvrons notre journal de ce vendredi au Sénégal avec un mot de justice. Après une condamnation le 30 mai à la prison à vie pour crimes contre l'humanité, l'ancien président tchadien Hissène Habré devra désormais aussi verser des indemnités à ses victimes. Le tribunal spécial africain qui l'a jugé à Dakar ce vendredi a fixé les montants des réparations financières. 20 millions de francs CFA pour les victimes de viol et d'esclavage sexuel, soit un peu plus de 30 000 € chacune. 15 millions de francs CFA pour les victimes de détentions arbitraires, les prisonniers de guerre ainsi que les rescapés. Et enfin 10 millions de francs CFA pour les victimes indirectes, les personnes ayant perdu des proches lors du régime répressif d'Hissène Habré. Les chambres africaines extraordinaires ont rendu leur verdict en l'absence de l'accusé qui refuse toujours de reconnaître cette juridiction. Les avocats commis d'office pour la défense de M. Habré ont d'ores et déjà annoncé qu'ils feront appel de la décision. Selon la présidente du collectif des avocats des victimes, les crimes lors du régime d'Hissène Habré ont fait 4 733 victimes, dont 1 625 directes. Je vous propose d'écouter Madame Moudeina à la sortie de l'audience. D'abord, c'est un sentiment de satisfaction, mais quelque part, nous avons été écorchés également parce que nous avons demandé l'érection des monuments sur des sites qui ont abrité des grands massacres. Malheureusement, les juges ne nous ont pas accordé cela. 2 jours après le retour de l'opposant Étienne Tshisekedi en République démocratique du Congo, la majorité présidentielle a répondu par l'organisation d'un meeting ce vendredi. Plusieurs milliers de personnes étaient rassemblées dans le stade Tata Raphaël de Kinshasa en soutien au président Joseph Kabila. Ambiance préélectorale dans et à l'extérieur de l'arène où les partisans du chef de l'État scandaient par exemple « Votez, votez, votez Kabila » ou encore en lingala « Kabila ou Mela ». Kabila reste le plus longtemps possible. L'opposition se réunira, elle, dimanche au cours d'une manifestation populaire contre la politique du chef de l'État. Le Bénin pleure la disparition de l'un de ses anciens chefs d'État. Émile Derlin Zinsou est décédé jeudi à l'âge de 98 ans. Selon un proche de sa famille, il se serait éteint peu après 23 heures à son domicile. Monsieur Derlin Zinsou a présidé l'ancêtre du Bénin, la République du Dahomey, en 1968. Il sera renversé en décembre 1969. Émile Derlin Zinsou était un vif opposant au régime du général Mathieu Kérékou, qui a dirigé le pays de 1972 à 1991, puis de 1996 à 2006. Cité dans une tentative de coup d'État menée par les mercenaires de Bob Denard en janvier 1977, Émile Derlin Zinsou a toujours nié toute participation à ce putsch manqué. Monsieur Derlin Zinsou était par ailleurs l'oncle du Premier ministre béninois entre 2015 et 2016, Lionel Zinsou. Lionel Zinsou, candidat malheureux à la présidentielle du 20 mars dernier, remporté par Patrice Talon. Nous vous annoncions hier le début de la procession funéraire de l'ancien entraîneur emblématique du Nigeria de football, Stephen Keshi. Après la messe à Benin City, puis l'exposition du corps au stade Samuel Ogbemudia, c'est ce vendredi que le Big Boss, comme on le surnommait, a été enterré. L'inhumation s'est déroulée dans la ville d'Ila, dans l'état du Delta. L'ancien sélectionneur du Nigeria, avec qui il a remporté la Coupe d'Afrique des Nations 2013, est décédé le 8 juin dernier d'une crise cardiaque à seulement 54 ans, soit tout juste 6 mois après le décès de son épouse Kate Keshi. En plus du Nigeria, Stephen Keshi avait auparavant été sélectionneur du Togo, qu'il avait qualifié pour la Coupe du Monde 2006 en Allemagne. Également sélectionneur du Mali. Le nom de Stephen Keshi restera pour toujours associé à son exploit d'avoir remporté la Coupe d'Afrique des Nations, à la fois en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Et retour sur les défis sportifs relevés par Stephen Keshi avec cet éditorial préparé par notre journaliste Philippe Bonny. Stephen Keshi,
Un jour atypique, un entraîneur au destin et parcours particulier s'éteint au moment où se chevauchent sur sa table des sollicitations de fédérations sportives africaines et de clubs qui espéraient bénéficier de son expertise. Dans une Afrique où le complexe de l'expatrié européen entretenu par des fédérations relègue à des tâches d'éternel second les techniciens du continent, celui qu'on surnommait The Boss a su s'imposer, donnant la direction à suivre, imprimant sa marque et tenant tête à des dirigeants des fédérations africaines qui ne s'accommodent que très modérément d'une gestion moderne et professionnelle de leur sélection. C'est dans cet environnement que l'ancien défenseur, malgré son intransigeance, a été appelé à diriger les sélections du Togo, son premier poste de travail comme sélectionneur en 2006, celle du Mali et celle de son Nigeria natal, des sélections inégales au niveau du palmarès, mais ayant pour similitude la réfraction de leurs dirigeants fédéraux ministériels à laisser les coups de franche aux sélectionneurs dans l'exercice de leurs fonctions. Et si certaines sélections et leurs fédérations avaient cessé d'être figées dans le rituel de la malgouvernance, c'est en partie grâce au coup de gueule du vainqueur 94 de la Coupe d'Afrique des Nations comme joueur. Stephen Keshi s'était refusé de s'embarrasser de projets sportifs superflus, et lorsqu'il trouvait un qui n'était pas du goût de sa vision, il le faisait savoir sans langue de bois, au mépris de ce que cela pouvait lui engendrer comme préjudice ou tribulation. C'est ainsi que l'ancien homme fort des Super Eagles avait soit claqué la porte, soit été mis à l'écart des sélections dont il avait eu la charge. Ces multiples va-et-vient chez les Super Eagles du Nigeria sont la parfaite illustration de l'infidélité qui avait toujours régné entre lui et ses employeurs. Mais l'admiration que voit le monde du football africain au charismatique entraîneur, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations 2013, était bien au-dessus des colibets que pouvaient lui adresser des dirigeants des fédérations qu'il essayait de mettre au pas du fait de leur amateurisme. Stephen Keshi a eu maille à partir avec les dirigeants de la Fédération nigériane de football. Le traitement de ses joueurs, les primes dues aux sportifs, la planification du programme de travail, en tout cas tout ce que ne savent pas faire les dirigeants du football africain, était le centre d'intérêt de ces batailles et la principale raison de ses multiples divorces d'avec ses employeurs. À 54 ans, l'homme qui s'est éteint à Benin City au Nigeria était encore très jeune selon Sondo Olise, son ancien coéquipier. Il était pressenti pour prendre en main les Bafana Bafana d'Afrique du Sud. Le football africain vient de perdre un technicien qui aurait pu révolutionner les choses, même s'il était seul dans son combat, ses collègues africains se contentant d'accepter les caprices des dirigeants qui souvent les choisissent par népotisme. Et restons au Nigeria où l'armée régionale vient de remporter une victoire contre Boko Haram. L'armée nigériane a annoncé ce vendredi que la force d'intervention conjointe multinationale a repris le contrôle de Damasak. La MNJTF, basée dans le Tchad voisin, regroupe les forces du Nigeria, du Niger, du Cameroun, du Tchad ainsi que du Bénin. Elle a été mise en place pour tenter de mettre fin au conflit contre Boko Haram, une guerre qui ravage la région du lac Tchad depuis maintenant 7 ans. Depuis l'assaut il y a 2 ans de Damasak, cette ville du nord-est du Nigeria, les islamistes avaient tué plus de 200 personnes et kidnappé environ 400 enfants. Le terrorisme également combattu par le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Jeudi s'est tenue la 5e conférence au sommet du traité de l'amitié et de la coopération entre les deux pays. L'événement a également marqué la première visite officielle du président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré dans la Côte d'Ivoire voisine. Autour des questions sécuritaires, une dizaine d'accords en tout doivent être signés entre les deux pays. Parmi eux, la construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, celle de la ligne de chemin de fer entre les deux pays ou encore la fourniture d'électricité ivoirienne au Burkina Faso. En plus de M. Kaboré et de son homologue ivoirien Alassane Ouattara, étaient également présents à ce sommet antiterrorisme une quarantaine de membres des deux gouvernements, ainsi que leur Premier ministre, l'Ivoirien Daniel Kablan-Duncan et le Burkinabé Paul Kaba-Thiéba. Et les liens déjà historiquement forts entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso se renforcent donc avec cette coopération stratégique contre le terrorisme. 19 personnes avaient péri dans l'attentat djihadiste de Grand Bassam en mars dernier et 30 personnes à Ouagadougou en janvier. Suite aux attentats qui ont été perpétrés dans nos deux pays, nous sommes convaincus de la nécessité de mutualiser et nos renseignements et nos moyens de combat contre le terrorisme. Et je crois qu'il y a du bon travail qui est déjà engagé dans ce sens entre nos différents ministres de l'Intérieur et de la sous-région que nous devons continuer à appuyer et à encourager. Je vous remercie, M. le Président, d'effectuer cette visite à Yamoussoukro dans le cadre du traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la République de Côte d'Ivoire.
Les liens entre les deux pays sont bien connus, c'est des liens étroits, des liens de tout genre, des peuples, la géographie, des cultures. Et c'est un moment important pour la Côte d'Ivoire comme pour le Burkina. Et au Mali, c'est une rencontre autour des questions économiques qui s'est tenue jeudi. L'événement a réuni les diplomaties maliennes et celles de l'Iran. Le forum économique entre les deux pays s'est tenu autour du passage au Mali de Mohamed Javad Zarif. Le ministre iranien des Affaires étrangères effectuait dans le pays une étape de sa tournée africaine. Et plusieurs rencontres ont eu lieu dans un hôtel de la capitale Bamako, notamment une table de discussion avec le président de la Chambre de commerce et de l'industrie du Mali. Le but de cette forum, c'est pour faire découvrir la potentialité de ces deux pays, le Mali et l'Iran. Comme vous n'êtes pas sans savoir, on est un pays continental, mais le Mali regorge de potentialités énormes dans le domaine d'agriculture, des mines, l'énergie, les infrastructures. L'Iran, un pays comme l'Iran aujourd'hui, peut beaucoup apporter son savoir-faire, ses expertises pour la compagnie de notre pays. Auparavant, il y avait le contrat déjà signé entre ces mêmes privés, secteur privé malien et secteur privé iranien. C'est pour davantage réchauffer encore ces relations, davantage. Sinon, il y avait des contacts qui existaient entre certains opérateurs économiques maliens et iranais. Les produits 100% togolais à l'honneur au centre togolais des expositions et foires de Lomé. Depuis lundi se tient la première foire destinée aux produits exclusivement fabriqués dans le pays. Baptisé Made in Togo, l'événement accueille une centaine d'exposants jusqu'au 2 août. Noël Tadénion. Cette foire a été lancée par les autorités togolaises. Une centaine d'entrepreneurs, producteurs, artisans, artistes transformateurs, togolais et résidents, des opérateurs économiques qui ont choisi de travailler pour la production des biens et services avec des matières premières locales exposent leurs produits. À Togo Messi, nous avons les produits locaux que nous exposons, que nous valorisons, surtout pour la santé de l'humanité, surtout des consommateurs. Ça valorise plus les produits togolais et ça donne le savoir-faire. Ça montre combien de fois le Togolais est capable d'animer une foire avec ses propres produits. Donc le Togolais, à partir d'aujourd'hui, sait qu'il peut consommer tout au Togo seulement. On trouve à la fois à Made in Togo des produits issus de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la transformation des fruits locaux, de l'ameublement, de l'artisanat d'art, le dessin, la création vestimentaire, l'industrie et bien d'autres. Nous présentons ici à la foire un projet dénommé projet micro-bio-raffinerie qui a déjà sorti son premier bébé que vous voyez ici. C'est la cuisinière à biogel. C'est une cuisinière qui n'a besoin ni de charbon, ni de gaz, butane, ni de bois. Et son combustible, c'est ce que vous voyez ici. Nous l'appelons le biogel. L'objectif de cette foire Made in Togo est donc de faire la promotion des produits locaux et encourager leur consommation par les Togolais. Cette manifestation constitue un des moyens de faire rayonner l'image des produits de nos opérateurs économiques qui ne cessent d'innover dans ce secteur, de faire connaître le fruit de leur talent créateur au grand public et de stimuler leur consommation au niveau national, régional et international. Pour les initiateurs, le label Made in Togo présente un intérêt car il permet le développement de l'économie du pays. 305 millions de dollars, soit un peu plus de 179 milliards de francs CFA. C'est le montant d'un prêt attribué par le Fonds monétaire international à Madagascar. Le programme de 3 ans du FMI, attribué dans le cadre de la facilité élargie de crédit, a pour objectif de gonfler les caisses de l'État malgache. Violetta Massoussi pour les détails. 2 ans déjà que l'île de Madagascar négocie pour l'obtention d'un prêt au Fonds monétaire international. Depuis mercredi dernier, l'institution internationale a donc accordé 305 millions de dollars, soit près de 917 milliards 400 millions d'ariari malgaches. Ce prêt est dans le cadre de la facilité élargie de crédit en abrégé FEC. Il s'agit là d'un programme sur 3 ans qui doit soutenir la balance des paiements, renforcer les réserves en devises et renflouer les caisses de l'État. Mais afin que cela soit approuvé, il est important que les recettes malgaches soient en hausse, de même qu'il y ait réduction des dépenses. La facilité élargie de crédit soutient les programmes économiques des pays
qui vise à rétablir la stabilité et la viabilité macroéconomique tout en favorisant une croissance vigoureuse, durable et la réduction de la pauvreté. En outre, elle peut aussi servir de catalyseur pour mobiliser l'aide étrangère. Pour ce qui est du décaissement, il se fera en 7 tranches. La première d'ici quelques jours et sera à hauteur de 45 millions de dollars, soit 150 milliards 120 millions d'ariari malgaches. Et pour le reste, le conseil d'administration du FMI se réunira tous les 6 mois jusqu'en 2019. Seulement, l'argent ne sera débloqué que si les engagements du pays sont respectés. À Douala, au Cameroun, les habitants du quartier Akwa ont été surpris cet après-midi par un incendie qui s'est déclaré peu avant 13 h dans un restaurant. L'intervention des pompiers a permis de circonscrire les flammes et d'épargner des dizaines de voitures qui se trouvaient à proximité. Pour l'instant, on connaît très peu de détails sur l'origine exacte du feu, mais selon la propriétaire du restaurant, ce sont des câbleaux-distributeurs qui auraient créé un court-circuit alors qu'ils travaillaient quelques minutes plus tôt sur des câbles près du lieu de l'incendie. Et la propriétaire du restaurant incendié explique ce qui pourrait être donc à l'origine de cet incendie. Je ne sais pas, je suis arrivée là, il y avait les gens, je ne sais pas si c'était les câbleurs ou les gens de la Sonel, ils étaient là sur le poteau en train de travailler. Le temps que je sorte, ma fille m'appelle, elle dit « Madame, il y a le feu ». Je dis « Le feu comment ?» Elle dit « Le feu c'est en haut à la brocante ». Je dis « Comment ?» C'est là où je viens, là je trouve que... Au Kenya, les incendies qui se multiplient contre les écoles sont, eux, intentionnels. Les établissements publics sont confrontés à une série sans précédent d'actes criminels. Ce sont 113 écoles secondaires qui ont été incendiées en seulement 3 mois et 6 rien que depuis mercredi. Devant la multiplication de ces actes volontaires, les Kenyans s'interrogent. Les motivations sont-elles liées à des représailles d'un cartel associé au juteux trafic des sujets d'examen, à une grogne face à la modification du calendrier scolaire ou encore à une fronde contre les méthodes autoritaires du ministre de l'Éducation? Les pistes restent encore floues. Pour le moment, environ 150 élèves et 10 enseignants ont été arrêtés et inculpés d'incendies criminels ces 3 derniers mois. Ces actes jettent une lumière crue sur le système éducatif du Kenya, le pays le plus développé de l'Afrique de l'Est. Et l'archevêque de l'église anglicane du Kenya s'exprime sur cette situation. Les écoles fonctionnent normalement dans 99% des 9300 écoles secondaires du pays. Mais les cas de troubles qui ont été repérés dans un nombre minimal d'écoles sont une cause de préoccupation pour tous les partis du secteur de l'éducation. Et tous les efforts doivent être faits par les parents, les enseignants, les membres du clergé, les responsables de la sécurité, des officiers et même des étudiants pour mettre fin à l'indiscipline. La destruction des infrastructures écolières, principalement des dortoirs qu'on a vus dans certaines écoles, est susceptible de saper les acquis que le pays continue à faire en vue d'améliorer les cas, l'équité et la qualité de l'éducation pour les enfants du Kenya. Nous voulons aussi rappeler à nos élèves que s'ils veulent faire valoir leurs droits, ils doivent faire preuve de responsabilité. Compte tenu du fait qu'il ne reste plus que quelques jours avant la fin du 2e semestre, les chefs d'établissement sont encouragés à terminer le calendrier d'école normal. Suffisamment de temps doit être accordé aux écoliers pour préparer leurs tests de fin de semestre, avant que les écoles ne puissent être fermées pour les vacances d'août. Donc pas besoin de fermer les écoles à ce stade. Et restons dans le pays pour parler santé à présent. 1000 vaccins dérivés de la poliomyélite ont été détruits hier jeudi au Kenya. Le stock de produits destinés à la recherche contre le virus de polio de type 2 a été incinéré afin d'éviter toute contamination aussi bien accidentelle que volontaire par la population. La mesure préventive a été réalisée à l'Institut de recherche médicale kényan de Nairobi. Il a permis d'isoler le virus, de le chauffer et enfin de le placer dans un incinérateur. La mesure est intervenue le jour même où l'Organisation mondiale de la santé a demandé à différents pays d'introduire dans leur programme d'immunisation un vaccin inactif contre la polio, un processus qui passe par le retrait progressif du vaccin oral contre le virus. Explication de ce processus avec 2 représentants des autorités sanitaires au Kenya. Aujourd'hui, cette destruction du virus contribuera grandement à assurer que le pays et la communauté globale ne risquent pas de contamination accidentelle ou délibérée par le virus de la polio, notamment parmi les communautés autour de ce centre. Nous avons déjà migré vers un nouveau vaccin oral bivalent qui a seulement 2 antigènes au lieu de 3 en avril 2016.
Le Kenya est l'un des pays qui a effectué cette migration en douceur et nous sommes fiers d'être associés à ce changement de vaccin. Le gouvernement du Kenya, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé et d'autres partenaires, reste totalement engagé à atteindre l'objectif global de certification d'un pays sans polio. Un mot de sport à présent et du sport mécanique. Direction le Bénin où des clubs de motards travaillent à changer l'image des amateurs de grosses cylindrées. La semaine dernière, des membres du collectif des motards ont réalisé des actions sociales. Objectif, dédiaboliser la pratique des sports mécaniques auprès du grand public. Rendez-vous sur la route hors de Cotonou avec Romuald Vissot. On se croirait dans un film américain. Nous sommes bien sur la route béninoise avec cette pléiade de motards civils. L'événement est spécial. Excelsior Bikers Club, une association de motards béninois, travaille à changer l'opinion qu'un citoyen lambda a de motards civils. Nous avons des présidents des institutions, nous avons des ministres, nous avons des ministres qui font de la moto avec nous parce que les temps ont changé, les mentalités ont changé. Aujourd'hui, vous avez votre moto, vous n'êtes pas considéré comme le voyou d'antan, vous êtes considéré comme un responsable qui a une passion. Parce que quand nous voyons des gens d'un certain âge aller jouer au foot, aller jouer à la pétanque, aller jouer au golf, nous ne les traitons pas de voyous. Pour réussir cette activité de sensibilisation de la masse, ces amateurs de 2 roues d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 se mêlent à la population en faisant du social. Ils sont ici en plein nettoyage du centre de santé de Komé, une commune rurale du sud Bénin. Chacun s'applique à laver les carreaux pour rester proche de leurs frères malades ou en service à l'hôpital. Bref, ils montrent qu'ils ne sont pas des extraterrestres. Excelsior Bikers Club, qui lance ces activités, a initié des concours pour les motards. C'est ainsi que la population a assisté à la course motoportée, au câblage et aussi à la compétition de ronflement chronométré de gros cylindres. On a fini d'abord la course de la moto portée et il y a eu des vainqueurs. Actuellement, nous sommes en train de faire la compétition du moto qui a plus de bruit. Renflouement, pot carboné et tout, chronométré. Donc, la satisfaction hier, nous avons atteint notre objectif. INSBC, Excelsior Bikers Club, a atteint son objectif. Petit à petit, les motards civils du Bénin seront aimés de la population. Ils ne passeront plus pour des délinquants, des voyous dans la cité. Ils sont juste des amoureux de 2 roues qu'une valeur de véhicule. J-7 avant la cérémonie d'ouverture des JO de Rio au Brésil. Malgré le scandale de dopage qui a failli exclure les athlètes kényans de la compétition, la délégation est bel et bien en route. 60 athlètes et officiels sont déjà arrivés au Brésil et d'autres devront les rejoindre les 31 juillet ainsi que les 7 et 14 août prochains. Retour sur le parcours des sportifs kényans sauvés par leur nouvelle loi antidopage. 185 sportifs répartis dans 7 disciplines, les athlètes kenyans seront 3 fois plus nombreux à Rio qu'à Londres en 2012. Et parmi les plus grands espoirs de médaille, Asbel Kiprop, triple champion du monde en titre du 1500 mètres, qui s'est qualifié sans problème lors des sélections début juillet à Eldoret dans le nord du Kenya. Je suis enthousiaste. Je suis heureux d'avoir gagné à Eldoret et de représenter le Kenya aux Jeux Olympiques. Ces sélections ont mis fin à de longs mois d'incertitude. L'athlétisme kényan a échappé de justesse à une suspension collective pour ces Jeux, avec une quarantaine de ces sportifs impliqués dans des affaires de dopage au cours de ces 3 dernières années. Mais ces dirigeants assurent que le ménage a été fait et qu'aucun des qualifiés pour Rio n'a pris de substances interdites. Nous avons les dossiers de ceux qui en ont utilisé et ils ont été mis en garde selon les règles et régulations de l'Agence mondiale antidopage et de la Fédération internationale d'athlétisme. Et ils ont été avertis, ils ne sont pas ici. Fin février, le directeur général de la Fédération kenyane d'athlétisme a été suspendu pour 6 mois, accusé d'avoir couvert des cas de dopage. 2 mois plus tard, le pays adopte une nouvelle législation antidopage, mais elle est retoquée en mai par l'Agence mondiale antidopage. Le Kenya est une grande nation du sport. Nous devons nous assurer que les réputations et les carrières de nos athlètes, qui sont honnêtes et travailleurs, soient protégées. C'est une priorité pour le gouvernement. C'est pourquoi nous allons travailler sans relâche avec l'agence antidopage du Kenya afin d'être en totale conformité avec le code le plus rapidement possible. C'est chose faite en juin. La loi antidopage revue et corrigée entre enfin en vigueur.
Et quelques semaines plus tard, Federico Rosa, un agent sportif italien installé au Kenya, est inculpé pour dopage. Il est notamment soupçonné d'avoir fourni des produits interdits à la star de l'athlétisme kényan, la marathonienne Rita Jeptu, suspendue l'an dernier pour prise d'EPO. Il ne reste plus maintenant aux sportifs kenyans qu'à prouver qu'ils peuvent gagner sans tricher, ramener de l'or en étant propres. C'est le message que leur a lancé le président Kenyatta, venu les saluer peu avant leur départ pour Rio. C'est la fin de ce journal. Avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres développés ce soir. Nouvelle sanction pour l'ancien président du Tchad, Hissène Habré. Condamné il y a 2 mois à la prison à vie pour crimes contre l'humanité, il devra aussi s'acquitter de sanctions financières allant jusqu'à 20 millions de francs CFA par victime. Rassemblement de soutien au président Joseph Kabila en République démocratique du Congo. Alors que l'opposition a prévu une manifestation dimanche, des milliers de personnes étaient rassemblées ce vendredi au stade Tata Raphaël de Kinshasa. Stephen Keshi, enterré à Ila, l'ancien joueur et sélectionneur emblématique du Nigeria décédé le 8 juin d'une crise cardiaque, a été enterré ce vendredi dans la ville natale de ses ancêtres. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Pour contacter la rédaction, il vous suffit de nous envoyer un email à voxnews@voxafrica.com. Je vous souhaite un très bon week-end et une bonne suite de programmes sur Vox Africa.